à toutes et à tous. On est déjà d'accord avant même de commencer, c'est sûr, ce matin. Pour commenter l'actualité, Alex Zarmon, bonjour, journaliste politique. Vous animez une chaîne sur YouTube de débat politique, Les Indécis. Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Najwa El Haïté, docteur en droit public, présidente de Demain. Et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Le parti d'Éric Zemmour. Grève, manifestation, est-ce qu'il y a un essoufflement? Est-ce qu'au contraire les réserves se sont préservées pour la manif de samedi? La réforme des retraites et cette question, à quoi servent les débats? À quoi jouent les LR? Évidemment, on va être beaucoup sur ces sujets avec vous aujourd'hui. Et puis sur les super profits de Total, ou les profits en tout cas, 36 milliards d'euros. C'est le plus important jamais enregistré. C'est l'un des premiers groupes du CAC 40. On y reviendra avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Najwa, on commence avec vous. Oui. Alors, mon coup de cœur concerne la Fédération française de basketball qui n'a pas cédé aux pressions victimaires d'une joueuse du club d'Aubervilliers qui refuse d'enlever son hijab pour participer aux compétitions sportives. Alors que cette jeune sportive le veuille ou non, force est de constater que le hijab est intrinsèquement lié à un ordre patriarcal et c'est important de le rappeler. Il suffit de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde pour constater que de nombreuses femmes et de petites filles n'ont pas d'autre choix que de porter ce tissu qui limite leur espace, leur champ de vision. D'ailleurs, la traduction en français de hijab, c'est cloison. Séparation, donc tout est dit. Aussi, je ne comprends pas comment certaines femmes considèrent encore que le hijab est un symbole féministe, est un symbole de liberté, alors que dans certains de nos quartiers, je parlais du monde, mais il suffit aussi d'aller dans certains de nos quartiers pour voir que c'est au contraire un symbole d'oppression qui conforte le séparatisme entre les femmes et la société. Et les hommes. Alors moi je dis bravo à cette fédération de basketball qui dans son règlement intérieur persiste et signe et qui interdit tout simplement le prosélytisme religieux sur le terrain de sport. En effet, la religion n'a pas sa place sur ce terrain-là. Et c'est le principe de neutralité qui doit absolument s'appliquer. La FFF, parce que là je parle de la Fédération française de basketball, mais la Fédération française de foot, résiste tout autant. Et elle résiste à ces offensives politico-sexistes pour lutter contre ce type de prosélytisme. Alors moi je dis, dans ce contexte-là, il faut plus que jamais militer en faveur de l'application de la charte olympique qui impose cette neutralité sur le terrain. Non, mais vous avez raison. J'étais surprise de voir que quelqu'un comme Michael Youn la soutenait en disant laissez-la porter le voile. Oui, mais qu'elle le retire aussi. Je vois pas pourquoi elle le retirerait pas. Effectivement, mais ça a été beaucoup commenté sur les réseaux. Commentaires, Alex Zarmon. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Après, je pense qu'il faut différencier, qu'elle veuille porter le hijab ou le voile dans sa vie de tous les jours. Enfin, moi, c'est ça la laïcité. Elle fait ce qu'elle veut, objectivement. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis contre le port du voile dans les institutions publiques, sur les terrains de sport, bien évidemment que ce genre d'attitude vestimentaire n'a pas sa place. En revanche, chacun interprète comme il veut. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mon problème, la laïcité. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie de tous les jours. Voilà. Non mais attendez, par rapport à ça, rapidement. C'est-à-dire que, je rappelle, c'est comme pas vous anodin, le disiez... C'est-à-dire le fait de le porter là... C'est-à-dire que la loi, en effet, que la loi le permette dans l'espace public, c'est la loi, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous, Par contre, on sait très bien qu'il y a une idéologie qui est rampante. Non, mais... Et là, et je suis désolée, il faut la combattre. Et quand il s'agit d'espace, de terrain, je suis de complètement sport, d'accord avec vous. Je suis désolée, le voile n'a pas sa place. Et d'autres d'ailleurs, signes religieux, il n'y a pas que le voile. Mais c'est le voile qui pose le plus de problèmes. Le sujet est véritablement là. Il y a une offensive islamique dans notre société, dans plusieurs domaines, notamment dans le sport. Heureusement, la fédération de basket a résisté. Elle montre et elle prouve qu'on peut résister. Parce que certains vous disent qu'il y a un fatalisme et qu'on ne peut rien faire. On peut résister.
Avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, on a réussi à faire annuler 2 fois une conférence d'islamistes qui essayent à nouveau de se produire en France. On peut dire non. Et il faut le répéter suffisamment parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut rien faire. Non, il y a clairement face à nous des gens qui ont un agenda, qui veulent faire avancer leurs idées, qui veulent imposer le voile islamique pour le montrer aux yeux de tous les Français. On peut dire clairement non et il faut le répéter systématiquement. Et on voit que quand on résiste, on gagne. Je répète, là, la fédération résiste, et nous, on a fait annuler 2 conférences, et on peut gagner systématiquement. Il ne faut pas laisser faire ces islamistes. Non, mais vous avez raison, en tout cas, c'est le débat qu'on a en ce moment dans les écoles, avec, les offensives sur les vêtements, les vêtements longs. Souvent parlé ici, Papendaï a répondu de façon évasive, les professeurs n'ont toujours pas de règlement très précis sur ce qu'on doit porter, ce qu'on doit interdire à l'école. Pardon ? On arrivera à l'uniforme. Moi je suis pour l'uniforme de toute façon. Je pense qu'un jour on arrivera à l'uniforme, oui. Samuel Lafont, votre coup de gueule. Ah oui, moi j'ai un coup de gueule sur les subventions aux associations, pas sur toutes les subventions aux associations, mais sur le déversoir public de subventions avec des associations qui ne sont pas du tout contrôlées. En tout cas, ce qu'on dirait. Vous avez l'exemple, dans le Canard enchaîné aujourd'hui, de l'association Equalis, qui est censée s'occuper de la précarité et des migrants. Un petit topo sur l'association. On sait depuis quelques mois maintenant que les dirigeants étaient extrêmement bien payés, avec de l'argent public via les subventions. Le patron touchait plus de 200 000 euros par an. Et il y avait 29 directeurs, dont 8 à plus de 100 000 euros. 12 000 euros par mois. Voilà, 200 000 euros bruts par an, ça fait pour le directeur, ça faisait plus de 11 000 euros net, plus le Audi, plus des hôtels, etc. etc. Il faut qu'on se fasse un choix. Soit l'État, c'est une mission de l'État de s'occuper de ce sujet-là, enfin ce sujet ou d'autres sujets. Et alors, ce sont les impôts des Français qui doivent payer l'action. Soit ça ne dépend pas de l'État. Et alors, il n'y a aucune raison que l'État, des collectivités, financent ces associations. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a de nombreuses structures au sein de l'État ou des collectivités qui considèrent que l'argent des Français, ils peuvent le déverser n'importe où dans des associations, dans des structures qui ne sont pas contrôlées. Mais en fait, c'est les Français qui payent à la fin. C'est les Français qui payent. Alors quand on est aujourd'hui dans une mobilisation importante sur la réforme des retraites, mais aussi qui est liée au pouvoir d'achat, tout le monde le sait, on l'entend dans les cortèges, avec des Français qui perdent du pouvoir d'achat, et bien on se dit, mais quand est-ce qu'on va cesser de gaspiller cet argent public ? Quand est-ce qu'on va faire des choix clairs et qu'on va dire ceci dépend de l'État, on le finance, ceci ne dépend pas de l'État. Si une association veut fonctionner, eh bien elle doit lever des sous, elle doit lever des fonds, elle doit faire en sorte d'être soutenue par des bénévoles et c'est comme ça qu'elle pourra agir. Mais là, on confond vraiment les deux et cet argent est gaspillé. Bon, c'est l'éternel problème qu'on a par exemple à la mairie de Paris avec des millions et des millions et des millions qui sont déversés à des associations dont certaines d'ailleurs soutiennent, alors à juste titre, de façon positive, l'accueil de migrants pour leur donner les premiers éléments pour déposer leur dossier, etc. Mais effectivement, on n'arrive pas nous, même à la mairie de Paris, à contrôler l'ensemble des associations. Il faudrait un rapport à chaque fois d'activité, mais il y en a des centaines et des milliers qui passent, donc effectivement, c'est hors contrôle. Vous parlez de la mairie de Paris, et puis pour toutes les institutions, normalement aussi, vous avez des commissions qui adressent ces subventions. Pour moi, le problème, il est là. C'est qu'à mon avis, les associations qui demandent cet argent arrivent à contourner les demandes qui sont faites par les mairies, par les collectivités, et c'est là où il faut comprendre comment ils arrivent à contourner, comment ils arrivent à mentir, pour la plupart, pour obtenir ces fonds-là. Parce que le contrôle, ça arrive après. Avant le contrôle, il y a l'attribution. Voilà. Et s'il y a contrôle, excusez-moi. Il n'y a pas forcément de contrôle. Je dis, le contrôle, ça arrive après cette étape. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais avant le contrôle, il faut l'attribution. Il faut contrôler l'attribution. Est-ce que c'est à l'État ? Il y a le principe d'abord. Est-ce que c'est à l'État et aux collectivités de financer ça ? On se retrouve avec de l'argent qui est déversé partout. Et je rappelle que c'est l'argent des Français. Et moi, je préfère que cet argent soit dans la poche de chaque Français plutôt que gaspillé dans différentes structures dont on ne connaît vraiment pas l'activité et dont certains dirigeants en plus se gavent complètement. Juste une précision, c'est pas du racisme. Certains auditeurs disent vous en avez pas marre de votre racisme, ce que disait Najwa. C'est pas du racisme. On parle de laïcité, on parle d'attaque à la laïcité, le droit des femmes, du droit des femmes, ça a rien à voir. Et non, c'est vous qui êtes, je pense. Faut aller voir en Iran ou en Afghanistan comment ça se passe. Absolument. On revient dans un tout petit instant, 9h13 sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on va évidemment parler de ce qui se passe à la sortie
l'Assemblée nationale, moi j'avais un coup de gueule. Alors j'ai hésité à le faire parce que je me dis, est-ce qu'on fait de la pub à un livre en ce moment qui est est-ce qu'il vaut mieux parler d'un livre sur lequel on a un coup de gueule ou pas, parce que c'est lui faire de la pub. Il y a une enquête qui est sortie sur PPDA et il se trouve que ce journaliste emploie, à mon sens, des méthodes pas très déontologiques ni journalistiques. Hier, l'une des présumée victime, puisqu'il n'y a pas eu de procès de PPDA, a retrouvé son PV d'audition avec tous les détails dans ce livre. Or, le journaliste ne l'a jamais appelé, ne lui a pas demandé son autorisation. Elle a donc fait un référé qu'elle a perdu hier au nom de la liberté, de la presse, etc. Mais déjà, je trouve que le procédé est assez dégueulasse de ne pas appeler la personne pour lui demander l'autorisation. Alors on dit oui, mais elle avait témoigné, vous savez, sur Mediapart, elle avait montré son visage. Sauf qu'elle a montré son visage. Elle a dit qu'elle avait été violée par PPDA, mais elle n'a pas raconté les détails. Or là, dans le livre, in extenso, vous avez le PV. Et vous qui êtes avocate, Najwa, ma question est, comment se fait-il qu'on ne condamne pas ces fuites-là? Pourquoi on ne porte pas plainte? Est-ce que c'est le droit des journalistes? On devrait sanctionner, mais c'est vrai qu'il faut rechercher les auteurs, pouvoir remonter à la source. Donc parfois c'est compliqué parce que souvent ce qui se passe c'est que ça peut être, et sans pointer du doigt qui que ce soit dans cette affaire, ça peut être une fuite du commissariat, ça peut être une fuite de l'avocat, ça peut être une fuite de la victime aussi, qui dit je vais vous passer mon PV au journaliste. Et vu qu'il y a le secret des sources aussi, et heureusement, j'ai envie de vous dire, du côté des journalistes qui reçoivent ce type de documents, c'est extrêmement difficile de remonter à la source. Pose problème pour les. Donc c'est-à-dire il y a de sanctionner. Il y a un article dans le Canard enchaîné, consentement en option chez Fayard, puisque la directrice de chez Fayard, Isabelle Saporta, dit non, la vérité journalistique n'est pas là pour faire plaisir. C'est une violation du secret d'instruction. Pardon ? Objectivement, c'est une violation du secret d'enquête, de l'instruction, et donc elle peut être condamnée. Elle peut dire ce qu'elle veut, c'est pas du journalisme. Aujourd'hui, c'est devenu une banale normale de faire ça. Complètement. Je suis très en colère. Et Romain Verlet, donc qui est l'auteur, la directrice des décisions Fayard, dit va les aider et mettre à bas ce système. C'est une force pour elle. Non, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Si une femme ne veut pas raconter son histoire, elle ne la raconte pas. Donc ce livre est en vente dans toutes les mauvaises librairies. Le sujet est toujours le même au niveau de la justice. Samuel, est-ce que c'est sanctionnable? Oui. Eh bien, si c'est sanctionnable, ce doit être sanctionné. Et c'est aussi pour ça qu'on voit une multiplication, alors pas par rapport à cette affaire en particulier, mais une multiplication des délits dans notre pays. C'est simplement parce que des gens devraient être condamnés et qui ne sont jamais condamnés, même pas poursuivis parfois. Pour être condamné, il faut être attaqué. Oui, mais là, ce que je comprends, c'est pourquoi d'ailleurs la plainte, le référé a été sur atteinte à la vie privée, je crois, et non pas sur la fuite. Mais bon, c'est vrai que ça se produit assez régulièrement. Mais d'ailleurs, le référé n'a pas été... il a été retenu. Il a été retenu, ça a été... ils ont été auditionnés hier et rendus hier à 19h, donc déboutés. Nicolas Jeantet, c'est un coup de gueule. Je voulais faire un coup de gueule, sur le bordel à l'Assemblée. Mais on va en parler. Mon ami Axel le fait. Alex. Non, Alex, pardon. Je vais en profiter pour faire un coup de gueule et revenir sur les propos d'Anne Hidalgo, qui était l'invité d'une radio concurrente hier matin. Et notamment, l'INSEE annonce le départ sur 10 ans de 120 000 Parisiens en province. Et alors d'un seul coup, réaction d'Anne Hidalgo qui se félicitait même de ce départ en disant c'est très bien, il y aura plus de parcs et jardins, il y aura moins de voitures, on va vivre plus librement, ça sera plus agréable de vivre à Paris. Et au fil de sa conversation, elle s'est dit mais oula, je suis en train de dire une connerie. Et finalement, dans sa tête, elle a dû se dire mais finalement c'est moins de crèches, moins d'écoles, les Parisiens vont... Et puis donc tout d'un coup, elle ressort après, bien évidemment, cette phrase non, c'est pas une bonne nouvelle qu'une capitale se vide, encore heureux. Et alors là, elle se lance dans une grande tirade, bien évidemment, sur le logement trop cher, il faut encadrer les loyers privés, il faut construire des logements sociaux. Et là, bien évidemment, se pose le problème, bien évidemment, notamment de la politique du logement d'Hidalgo, parce que soit elle construit effectivement des logements sociaux et elle veut arriver jusqu'à 40%, que la loi SRU, je crois que c'est 25 à 30. Nous, dans le 15e, on est déjà à 25%. Et ces logements sociaux sont construits souvent au bord du périphérique. Il y a une ghettoisation, bien évidemment, de ces logements sociaux. Personne ne veut y habiter. La preuve, ils ont construit des nouveaux logements sociaux Port de la Chapelle,
tout neuf, et personne, aucune famille ne veut y habiter. La preuve en est que les bailleurs sociaux sont obligés de le mettre en vente ou en location dans le privé. Donc pour dire. Et puis deuxièmement, sur les loyers, il faut faire venir bien évidemment et faire garder les loyers intermédiaires. Ouais. Et pour cela, une technique alors qu'on dénonce tout le temps, c'est ce qu'on appelle la préemption de logement. Et c'est catastrophique. Elle prend dans le 15e, dans plein d'arrondissements, des petites maisons qui font encore le charme de Paris. Mais en tout cas, en faire quoi ? Mais pour construire un immeuble entier et faire des logements soi-disant intermédiaires, alors un mixte de loyers intermédiaires et de logements finalement bas. Et donc on arrive à une bétonisation de la ville de Paris. Faut se dire que c'est une des villes les plus bétonnées après New York et New Delhi. Et donc c'est totalement contradictoire. Elle est toujours dans cette ambivalence. Non, mais c'est cette phrase qui est incroyable de dire c'est bien que la ville se vide. C'est la seule maire peut-être c'est la seule à trouver formidable de dire cette phrase. Voilà, c'était un coup de gueule contre les propos toujours un peu et pas d'athlète russe non plus, ça faisait partie de l'interview, pas d'athlète russe aux Jeux de 2024 tant qu'il y aura la guerre. Sauf s'ils sont neutres. Voilà. Alors à la sortie, cette fameuse neutralité qui existe pas trop d'ailleurs. Neutralité. Non mais elle est surtout en train de prendre les Jeux Olympiques pour ces Jeux Olympiques à elle. C'est quand même d'abord les Jeux Olympiques de la France, mais elle est en train, elle veut tellement rebondir sur les Jeux Olympiques. Après, elle s'est bagarrée pour les avoir. Il faut quand même lui reconnaître ce qui est vrai, c'est qu'elle s'est bagarrée pour les avoir et elle a fini par les avoir. Après, ça n'excuse pas. Au niveau, ça, c'est encore un autre sujet. En termes de sécurité. On ferait une semaine d'émission spéciale là-dessus. Qui vont prendre au mois de mars. En tout cas, dans cette interview, elle a plus ou moins fait comprendre qu'elle serait candidate lors des prochaines municipales. Samuel, oui, on aimerait qu'Anne Hidalgo se questionne sur l'aménagement du territoire. Ces Français qui quittent la capitale, où vont-ils habiter ? Pourquoi partent-ils ? On aimerait qu'elle se pose ces questions-là, qu'elle dise qu'il y a peut-être un souci d'aménagement du territoire, de services publics dans le pays, en même temps qu'il y a... Ces Français, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont pas forcément dans la campagne où il y a des problèmes de peu de services publics, où il y a un désert médical. Ils vont dans d'autres métropoles, par exemple à Bordeaux. Et non, en fait, ce que le dit, justement, en fait, on aimerait qu'elle fasse ça, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est pas du tout. Elle pense juste là, elle a dû réagir directement. Et comme le soulignait Nicolas à l'instant, eh bien, en fait, elle se rend compte elle-même qu'elle dit des âneries. Honnêtement, ça ne change pas trop de ce qu'elle a fait pendant la campagne présidentielle. Elle a surtout pas compris que si les Parisiens partent, c'est parce que Paris est sale, c'est parce que Paris est embouteillé, c'est parce qu'il y a la pagaille dans l'espace public, c'est l'insécurité. Voilà, c'est simple. Mais c'est pour ça que on aimerait qu'elle se questionne sur quels sont les problèmes de fond. Mais les problèmes, on les connaît, effectivement. L'insécurité, la saleté de Paris. La laideur. On parle souvent. Les chantiers sans fin, même si. Qui termine. Ah oui, à Paris, il est vrai qu'on sait quand commence les chantiers, mais quand ils terminent, jamais. On partage votre coup de gueule. Non, mais elle vous dira qu'elle l'a fait. Elle a été candidate à l'élection présidentielle. Elle a été. Moi, j'ai en mémoire cette vidéo. Mais vous avez raison. Normalement, elle l'a fait. Et je me rappelle de cette vidéo lunaire à la gare où elle disait les machines qui remplacent les hommes. Ça va pas. Voilà. Je pense qu'elle l'a fait, mais peut-être qu'elle s'est trompée sur le constat. Après, sur le fond, bien évidemment, qu'elle sera candidate dans quelques années pour sa succession. Je pense que, franchement, je vous le dis aujourd'hui, je pense qu'elle a aucune chance et je pense qu'elle le sait. Donc, elle essaie d'occuper le terrain autrement. Maintenant, elle n'est pas responsable aussi des départs de tous les Parisiens. Il y a eu le Covid, il y a eu toutes ces choses-là qui ont fait que les mentalités ont changé. Voilà. Mais elle n'y est pas étrangère. C'est ce que j'allais dire. Elle n'y est pas non plus étrangère au regard de la non-attractivité de Paris, on le rappelait, en termes de sécurité, de propreté, etc., de circulation. Ce serait intéressant de savoir. C'est l'extrême droite qui dit ça. On accuse non, mais moi je suis pragmatique. Paris et tous ceux qui la critiquent d'être d'extrême droite. Mais surtout, quand on voit l'hypocrisie de ces gens qui n'ont pas voulu voir le réel. Pendant des années, on a Hidalgo et ses équipes qui nous ont expliqué que non, il ne veut pas de problème d'insécurité à Paris, non, il ne veut pas de problème de saleté à Paris. Non, mais la réalité, en fait, là, il y a une claque de réalité pour Hidalgo et on comprend ces gens qui veulent quitter la capitale. Parce que j'espère, évidemment, je parlais d'aménagement du territoire, c'est que les Français qui sont oubliés aujourd'hui par les pouvoirs publics le soient plus. Et en même temps qu'on améliore Paris, parce que c'est clair que Paris descend en termes d'image dans les classements. On parle souvent des touristes étrangers qui sont déçus par Paris. Mais en fait, il n'y a pas juste des touristes étrangers, il y a tous les Français, tous les Franciliens et les Parisiens. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve tout de suite après pour parler du débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce débat va servir à quelque chose ? On en parle avec vous. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 10h et nous allons aborder le sujet de la réforme des retraites. Écoutez ce qui se passait hier à
à l'Assemblée nationale lorsqu'Adrien Quatennens a voulu prendre la parole. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Merci Monsieur le Président. Je suspends pour 2 minutes. Voilà, bon, on a raccourci évidemment. Oui, enfin ça c'est un peu en dehors du débat de la réforme des retraites. C'était un peu... Oui, mais c'est l'ambiance à l'Assemblée. Alors, Alex Darmon, vous voulez... Moi, c'est franchement un coup de gueule auprès de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai fait depuis tout petit que j'aime la politique, que je m'étais donné pour mission de lancer une chaîne pour essayer de réconcilier les jeunes avec la politique et tout. Franchement, là, j'ai limite plus envie ce matin. Que depuis lundi, on voit ce qui se passe, mais de tous les côtés, de tous les bords. C'est-à-dire que ça soit au Rassemblement national qui hystérise le débat, vraiment, que ça soit à la République en marche qui, sous prétexte qu'il y a du monde dans la rue, ne sait pas quoi raconter, ne sait pas comment défendre sa réforme. Dès qu'il y a un fait d'actualité, un fait de jeu, comme on dit dans un match, là c'était hier, Adrien Quatennens se saisit de l'affaire pour dire c'est honteux et parler d'autre chose. La France insoumise et la NUP, n'en parlons pas. Honnêtement, moi depuis hier, je vois sur mes fils d'actualité la vidéo de Rachel Keke, cette députée de la France insoumise, qui fait un discours. Alors oui, elle parle bien, oui, ça vient de son cœur, mais qui se permet de juger des gens en disant vous ne pouvez pas donner votre avis parce que vous ne connaissez pas la situation des gens, la vraie vie des gens. Mais en fait, c'est tout sauf de la politique ce qu'elle raconte, cette dame. C'est honteux de dire ça. Honnêtement, moi je veux dire, moi j'ai grandi dans une famille où effectivement, je peux pas mentir, j'ai bien grandi, j'ai bien évolué, j'ai été élevé correctement, j'ai fait des études. Mais ma grand-mère qui venait d'Algérie quand elle était plus jeune avec son mari, elle avait galéré, elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, elle a monté des escaliers, elle a travaillé, elle a rien demandé, elle a été jusqu'à sa retraite, elle était fatiguée à la fin, et je sais ce que c'est, que d'être fatigué. C'est insultant. Voilà, c'est insultant pour tous ces gens-là, et c'est pareil pour ces députés. Tous dans nos familles, à part quelques certainement, on a tous des parents. Enfin, globalement, la majorité des Français sont issus, enfin pas la majorité, mais bon. C'est la vie, et on a le droit d'avoir ouvrier, du milieu agricole. Et on a le droit d'avoir des avis différents. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de donner son avis. Et si on n'a pas le droit, faut pas faire de la politique dans ces cas-là. Mais donc l'Assemblée, votre coup de gueule, c'est sur l'ambiance. Sur l'ambiance, honnêtement, on comprend rien à ce qui se passe. On n'y comprend plus rien. C'est tout. On vient presque à regretter la précédente mandature qui était avec des amateurs, mais où au moins il se passait quelque chose et les gens savaient se parler. Là aujourd'hui, on s'insulte, on dépose des amendements pour bloquer le processus législatif. Ça a toujours été. Non mais là, attendez, particulièrement. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a plus de 2000 amendements qui ont été déposés 20 000, pour bloquer le processus législatif, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et puis pardon, je vous donne la parole, il crépine sans sagesse, mais ce qui me choque aussi, c'est le jeu de chacun des partis qui en fait joue uniquement politiquement et pas du tout pour l'intérêt général. Et parce que dès le départ, le débat a été biaisé. C'est un faux débat, c'est un délit de démocratie. En fait, on a mis ce débat dans une loi rectificative de la sécurité sociale qui n'avait pas lieu d'être, ce qui fait, et vous vous souvenez, j'en avais parlé ici avec le 47.1, on avait parlé du 49.3 et j'avais notamment expliqué il y a 15 jours, il y a 3 semaines, pourquoi finalement c'est le 47.1 qui va être utilisé, et il a été utilisé finalement. Donc on met ça dans un débat au lieu de s'attaquer au vrai problème. Moi j'attendais de cette réforme de retraite qu'on pose la question de la valeur du travail qui a changé aujourd'hui, notamment à cause du Covid. Je m'attendais à ce qu'on parle de la politique de la natalité, puisqu'aujourd'hui, si on ne résout pas le problème de la natalité, on ne résoudra pas le problème de la réforme des retraites. Donc on est aujourd'hui sur une espèce d'aménagement paramétrique qui finalement ne servira à rien, puisque dans 2 ans, on va recommencer. Donc, et en plus, sur les sujets comme les seniors, comme les carrières longues, même s'il y a eu un petit effort de fait, on n'a pas de solution. Finalement, on recommencera dans 2 ans à faire un nouvel aménagement de cette réforme des retraites, parce qu'on n'a pas travaillé sur le fond. Et puis surtout, cet article 47.1 qui oblige, je rappelle, les débats à s'arrêter au bout de 20 jours, de laisser tomber tous les amendements qui ont été votés. Donc, même si les très bons amendements vont être votés, ils vont disparaître. Le texte va aller au Sénat vierge comme au départ. Il va être pareil dans un temps record étudié, mais on n'arrivera pas jusqu'à l'article 7. Il va revenir en commission mixte paritaire. C'est là, effectivement, qu'il y aura sûrement des arrangements. Et c'est là qu'ils sont déjà en train de préparer cette commission mixte paritaire. Et après, ça repassera avec des motions de censure, j'imagine, à l'Assemblée nationale. Mais donc quoi, ce débat, il sert à rien. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Moi je suis pas d'accord là-dessus, Nicolas. Mais le débat, il sert à quelque chose. Rien que l'âge de départ à la retraite
2027 qui est repoussé. Rien que ça, c'est quand même un bouleversement dans la société française. Ne sert à rien puisqu'il n'y aura pas de débat. Tu ne tiendras pas compte des amendements. Non mais d'accord. Ça c'est encore autre chose. Démocratie totale. Non, ça c'est encore autre chose. Excusez-moi. Tous les débats qu'on a en ce moment ne servent à rien. Toutes les questions là. Est-ce qu'il faut avoir un débat? Et comment se passent les débats? Il faut avoir un vrai débat de 2 mois ou d'un mois. Vous vous souvenez ce qu'on se disait après 2017, entre 2017 et 2022, qu'à l'Assemblée nationale, finalement, c'était devenu une caisse d'enregistrement, que les véritables débats se passaient sur les plateaux de télé et de radio. On l'a vraiment vu entre 2017 et 2022. Et après les dernières législatives, on s'était dit, bon, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y aura davantage de débats à l'Assemblée nationale. La réalité, c'est que pour l'instant, toujours les débats de fond se font sur les plateaux de télévision et les plateaux de radio, comme Sud Radio, et pas dans l'hémicycle. Alors, aucun système n'est parfait. Non. Aucun système n'est parfait. Mais il est clair qu'on a du mal à comprendre en quoi le système actuel de débat à l'Assemblée nationale permet d'aller au fond des choses, de faire avancer les sujets et d'avoir des discussions profondes. Et effectivement, ça contribue, il n'y a pas que ça, mais ça peut contribuer du dégoût de la politique par une partie des Français, parce qu'ils ont l'impression de voir seulement des invectives, seulement des petits coups politiciens, et pas d'avancer avec des arguments raisonnés. Et c'est pour ça que, pour l'instant, en tout cas, on verra s'il y aura des changements dans l'organisation des débats à l'Assemblée nationale, dans les assemblées en général. Mais pour l'instant, si on veut avoir des débats de fond, on est obligé d'aller dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas ça qui va faire bouger. Mais c'est pas l'Assemblée et c'est pas là que c'est voté. Alors que le résultat des élections législatives était plutôt prometteur, puisqu'on revenait à un régime parlementaire et non pas un régime présidentiel. On avait dit que ça serait le bordel depuis le début. Mais au moins, il y a des débats. Le débat est tellement raccourci. Non, mais là où je suis en partie pas d'accord avec vous, Nicolas, c'est que je suis désolée, ce cirque au sein de l'Assemblée nationale ne date pas de ce projet de réforme à la retraite. Enfin, je veux dire, c'est une honte. Enfin, c'est à chaque fois qu'il y a une réforme ou un projet de loi sur le fond, ça se transforme en ZAD. Je le rappelle, je rappelle ce mot qui est utilisé notamment par des députés Renaissance, mais je leur donne raison parce que quand on voit les débats à l'Assemblée nationale où c'est des gloussements, des hurlements. Alors certains me diront oui, mais les hurlements existaient même il y a plusieurs années, mais les hurlements, il y avait du fond, il y avait des débats de fond. Or les débats de fond n'existent plus à l'Assemblée nationale et je vous rejoins quand vous dites maintenant les débats de fond, ils sont sur les plateaux télé, à la radio et c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'on peut réellement se poser la question, mais à quoi sert l'Assemblée nationale? Force est de constater, si, là il y a obstruction, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de débat. Vous pouvez pas dire que les débats à l'Assemblée nationale ne servent à rien. Si effectivement on ne laisse pas se dérouler... Si on laisse du temps, pas tous en même temps. Le débat est si on ne laisse pas se dérouler, effectivement... Mais c'est ce que je vous dis. Mais d'accord, mais on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Non, mais on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Quand il y a obstruction, il n'y a pas de débat. Très bien, mais lisez les amendements, lisez les propositions. Non, mais lisez les propositions, vous verrez qu'il y a des points qui sont très pertinents et très intéressants. Moi, je vais vous dire quelque chose pour en parler avec des députés. Attention, je ne parle pas de la qualité des amendements. En fait, moi, je vous parle d'un débat où on peut hurler, etc., mais sur des débats constructifs. Et là, il n'y a pas d'échange. On est sur de l'obstruction systématique, mais ce qui a toujours aussi été dans un certain nombre de... Mais là, particulièrement. Pour vous dire, moi, je parle avec des députés de tous bords. Et des députés de l'opposition aujourd'hui vous disent qu'ils sont beaucoup plus épanouis quand ils sont en circonscription et que quand ils reviennent à l'Assemblée nationale en début de semaine, c'est la déprime. Qui vraiment, ils paniquent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont confirmés dans leur métier, qui n'ont jamais rencontré ça aujourd'hui. Donc on a un vrai problème. On a un problème aussi, il faut le dire, peut-être de tenue de l'Assemblée nationale. Je veux dire, la présidente aujourd'hui, Yael Braun-Pivet, elle fait ce qu'elle peut, parce qu'on voit qu'elle s'égosie vraiment et qu'elle fait le maximum pour pouvoir tenir les troupes. Mais plus personne ne respecte l'institution aussi au sein même de l'Assemblée nationale. Même aussi d'ailleurs. Elle ne respecte pas toujours les institutions. Non mais d'accord. On pourra parler d'émotions. On pourra parler. Vous parliez de ZAD en disant que c'est des propos de députés de Renaissance, mais la vérité c'est que la première à employer ce mot de mémoire, c'est la présidente d'Europe Écologie Les Verts, en disant qu'elle allait transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Donc c'est des intentions qui sont données même par l'opposition. On dit qu'il y a toujours eu des débats animés. Tout ce qui est peut-être nouveau, ce sont ces menaces contre les élus. Ce qui s'est passé pour le Rassemblement national, j'entendais que des élus Renaissance ont reçu des lettres avec de la poudre, rappelant... On va couper l'électricité dans vos permanences, même chez vous, à domicile. Ça n'était jamais arrivé dans les débats parlementaires. Et puis les fameux SMS qui ont été reçus par... Appel téléphonique. Un de vos proches a été hospitalisé. Il faut que vous veniez d'urgence. Et on sait qu'il fallait 5
58 présents dans l'hémicycle pour que la réforme, le projet référendaire puisse passer. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de débat de fond à l'Assemblée nationale, les Français qui ne se sentent pas représentés à l'Assemblée. Alors, il y a davantage de représentation pour ce mandat que lors du précédent. Et s'ils ne se sentent pas représentés, qu'il n'y a pas de débat de fond, comment est-ce qu'ils voient les choses? Ils se disent, il y a des débats sur les plateaux télé, les plateaux de radio et sur les réseaux sociaux. Et ensuite l'Assemblée se transforme en simple caisse d'enregistrement. Et si on n'est pas convaincu par ce qui se passe en ce moment, ou si on se sent pas représenté, eh bien on doit attendre 5 ans. Et c'est un vrai souci, parce que si on avait des débats de fond et de qualité à l'Assemblée nationale, même si on n'était pas représenté, on pourrait se dire, d'accord, je pèse le pour et le contre, j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait rationnel. Mais la réalité, c'est que là, on se dit, bon, je suis déçu, l'Assemblée, c'est pas ce que je pense, mais la réalité, c'est qu'une partie des Français peuvent se dire ça, ne sert plus à rien, et donc je vais devoir encore attendre. Sauf que quand vous dites aux gens, vous devez attendre 5 ans pour que ça soit mieux, vous devez attendre encore 5 ans, au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Surtout quand ils voient leur quotidien. Je ne vais pas revenir sur le sujet, on en parle suffisamment souvent, mais sur le quotidien des Français, qui est en train qui est de pire en pire, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec en plus des perspectives qui sont mauvaises pour eux-mêmes et pour leurs enfants, avec l'augmentation de la sécurité, etc., etc. Encore une fois, c'est le gouvernement qui a réduit le temps du débat à 9 jours à l'Assemblée avec cette fameuse article. Alors effectivement, la France Insoumise a déposé 18 000 amendements. Mais hier, moi j'étais encore à l'Assemblée, je discutais d'ailleurs avec certains députés de la France Insoumise qui me disaient, mais si le débat s'accélère et si on s'approche de l'article 7, on va faire tomber des milliers d'amendements. Donc à la limite, c'est encore une fois l'encadrement de ce débat par le gouvernement dans un délai minimum qui fait qu'effectivement, c'est aujourd'hui quasiment le bordel à l'Assemblée. Et puis au-delà de ça, j'aimerais dire aussi qu'on constate une véritable crise de la démocratie représentative, parce que souvenez-vous quand même qu'en 2020, il y a beaucoup de députés qui ont jeté l'éponge et qui préfèrent revenir en mairie et redevenir maire, parce que pour eux ça a du sens, que de se maintenir comme député à l'Assemblée nationale. Voire, parce qu'à un moment on se pose la question à quoi on sert d'être député dans de telles conditions. C'est effectivement ça. Elle existe bien. Voilà. Oui, absolument. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On pourra pas dire quelques mots quand même de Total Énergie. Est-ce que vous trouvez normal que Total ait réalisé les bénéfices les plus importants de son histoire? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors, on va parler des LR, mais quand même un mot. Total Énergie a réalisé plus de 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022, le plus important de son histoire. Un bénéfice net, donc, qui n'a jamais été aussi élevé. Et Najwa, oui, vous avez rien à dire. Oui. C'est vrai qu'on découvre un petit peu le sujet. C'est tombé juste avant l'émission. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette information, je me suis dit, c'est quand même assez étonnant. Total, je pense, ne fait pas de bénéfices sur la France, mais c'est à l'export et à l'international. Oui, mais enfin, pourquoi on nous a augmenté le prix de l'essence? Non, mais ce qui est vrai, c'est que majoritairement, Total fait son profit à l'étranger et 5% en France, mais il n'en demeure pas moins qu'ils font des bénéfices énormes, et je comprends que les salariés souhaitent une augmentation de leur salaire. D'ailleurs, souvenez-vous de cette actualité récente où les salariés et surtout les syndicats se sont mobilisés pour aller dans ce sens, et les raffineries en effet. Donc moi je pense qu'il y a cette idée du dividende salarié qu'il faut absolument creuser, parce que ça participe de l'augmentation de la rémunération, tout en bénéficiant de ces bénéfices records. Donc allons vers ces dividendes salariés. Donc c'est à creuser. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait des bénéfices alors que mais franchement c'est assez incompréhensible. Enfin, basiquement, quand on se pose la question, on dit on nous a augmenté l'essence parce qu'il fallait suivre mais ils font des bénéfices. Donc comment alors il y a des interventions. Ce matin, le siège a été attaqué par des militants, je pense écologistes, qui ont balancé de la peinture orange. Donc ça va forcément faire réagir. Je sais pas qui est Alex. Je sais pas, je suis pas au courant. Enfin, ça vient de tomber, donc j'ai pas d'analyse à faire. Mais regardez où exactement les résultats sont faits. Mais peu importe. Même si c'est à l'étranger. Puisque le prix de l'essence, il a augmenté en France, c'est le groupe Total. Samuel, un mot, là aussi, c'est... Je pense que quand il y a une entreprise française qui fait des bénéfices, qui fonctionne dans le monde, je dirais que parfois il faut être content quand même de se dire qu'il y a une entreprise qui marche bien, qui est puissante.
Je vous rappelle quand même que les GAFAM, et toutes les grandes entreprises qui ont été développées ces dernières années, elles sont pas françaises malheureusement. Tout ce qui, notamment, ce qui est important sur Internet, avec Amazon, avec Google évidemment, avec Meta, avec les entreprises chinoises. Bon là, on a une entreprise Total qui fonctionne dans le monde. Ce qu'il faut voir, c'est où est-ce qu'on Total fait des bénéfices. Et je rappelle une chose quand même, c'est que si tout a augmenté en France, notamment le carburant, c'est pas forcément toute la faute des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, au niveau qui gèrent le carburant. Oui. Alors, Patrick Pouyanné est interrogé, donc c'est le patron de Total par Le Parisien. Il dit que leurs profits sont réalisés effectivement en Grande-Bretagne, en Norvège, en Angola ou encore au Qatar, qu'ils payent 50% d'impôts. Ils auront payé 33 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Donc c'est ce qu'il dit. Et en France, il dit qu'il verse plus de 2 milliards d'impôts et de taxes. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et d'essayer d'en débattre. Mais c'est vrai que ce sont des associations écologistes qui ce matin se mobilisent. Et nous, on va en parler avec un reportage d'envoyé spécial qui est consacré à ces écolos militants. Ce sera dans l'émission Média. Les LR, quand même. Alors, les LR. Quel angle prendre sur les LR? Le cirque. Que font les LR? Oui, les LR, le cirque, point d'interrogation. C'est un vrai cirque. Ce qui s'est passé, c'est que n'exagérons pas non plus un grand cirque. Les Républicains, je vais répondre à ça. Je ne suis pas LR, mais je vais quand même me répondre. Les Républicains ont pris la suite de l'UMP, comme chacun sait. Ouais. L'UMP a été une machine électorale quand il y a eu, en gros, avec les anciens de l'UDF, l'ancien du RPR. C'est important de le rappeler. Pas l'historique. C'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'en fait, il y a eu parfois des mauvaises raisons de s'allier avec des gens qui ne sont pas d'accord. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord du tout sur plein d'éléments, ou qui ne pensent pas grand-chose. Il faut le dire aussi, qui était juste dans une machine électorale de la droite. Oui, bon. Après Sarkozy, après la vague bleue de Sarkozy, 2007. Là, on arrive à avoir un parti avec Éric Ciotti à la tête qui a du mal à se rassembler, qui a sorti un organigramme qui a fait rire tout le monde. Oui, tous les organigrammes des partis politiques un organigramme pléthorique à tout le monde. Mais sauf qu'en fait, cet organigramme, il ressemblait beaucoup à celui de Valérie Pécresse pendant la campagne. On avait les noms de tout le monde, en fait. Vous avez une fiche, un 4, vous avez le nom de tout le monde. Et derrière, qu'est-ce qui travaille? C'est ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui travaille? Mais je vais vous le dire, il n'y avait pas grand monde qui travaillait, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu les résultats, le mauvais résultat de Valérie Pécresse. Ça peut être le résumé. Mais c'est important. J'ai fait partie de la campagne de Valérie Pécresse sur le volet économique. Oui, j'ai beaucoup travaillé, jour et nuit, pendant 2 mois. Donc je crois que c'est pas le sujet. Nicolas, je termine. Pardon, mais on peut le voir par exemple sur un de mes domaines pendant la campagne présidentielle, sur le numérique, il y avait beaucoup de gens qui étaient censés s'occuper de la chose, et en fait, il n'y avait rien qui sortait. Comme on dit en mauvais français, qui était délivré. Juste pour terminer, c'est qu'en fait, non mais même au-delà des retraites. Et je termine avec, là on a notamment le cas d'Aurélien Pradier. Oui. La réalité c'est qu'en fait il y a quelqu'un, il n'y a pas que lui, mais dans le parti LR, chacun et les courants, sauf qu'en fait, mais la question c'est ça. La question c'est ça, c'est à quel point c'est un courant, ou à quel point c'est un début de dissidence, et à quel point il faudrait qu'il crée son propre parti. Parce que vous évoquiez les députés qui partent, qui retournent chez eux, c'est compliqué pour eux parce que on a plus de 72% des Français qui sont contre cette réforme. Bien sûr, et c'est en venant dans les circos qui sont face à la réalité, et qui reviennent d'ailleurs. Et moi, je suis contre la réforme des retraites, mais on va en parler. Alors, Alex. D'abord, il y a des courants dans un parti politique, je vois bien, mais quand vous faites 5%, il ne vaut mieux pas qu'il y ait 40 courants non plus, parce que faut capitaliser 5%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le vrai problème, c'est que vous avez raison, c'est le cirque. C'est-à-dire que c'est une réforme que la droite, que vous avez portée pendant la campagne présidentielle, Nicolas. Vous avez dit que vous l'avez faite, cette campagne. Vous l'avez portée, cette réforme. Vous vouliez même quelquefois aller plus loin, votre parti en tout cas, votre parti Valérie Pécresse, en accusant même le président de la République, à l'époque candidat, de vous voler vos propositions. Et là aujourd'hui, franchement, c'est lunaire ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, il est chef sans être chef. Il y a Olivier Marleix qui lui prend vraiment la lumière dans l'hémicycle. Bah si, faut être honnête, qui est patron des députés LR, il n'arrive pas à rassembler autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est même au-delà du cirque, c'est une catastrophe, le parti des Républicains, parce qu'il n'y a pas de chef. Vous avez Nicolas Sarkozy. Je suis content, Éric Ciotti, de vous entendre. Il sera tout à l'heure chez Jean-Jacques Bourdin. Il lui posera la question, il sera là à midi. Mais il pourra réagir. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Il y a l'ombre de Nicolas Sarkozy au-dessus de tout ça, qui va rencontrer. Il va rencontrer tout le monde dans la Macronie. Il donne son avis, il donne la bonne parole à
droite, à gauche pour dire ce qu'il en pense et il soutient au final personne. Aujourd'hui, les Républicains, quand vous allez voir auprès des adhérents des Républicains, est-ce qu'ils renouvellent leur carte? La vérité, c'est que c'est non, parce qu'ils ne savent pas où ils en sont. Et ça participe au jeu politique. On parlait de l'Assemblée nationale. Les LR, le double jeu qu'ils sont en train de jouer dans l'hémicycle participe aussi au fait qu'on n'y comprend plus rien. Il n'y a pas vraiment de double jeu. Je ne vais pas défendre les LR parce que je ne suis pas LR, je suis un centriste, mais je suis souvent allié avec eux et j'ai été candidat législatif sous l'étiquette LR les centristes. Mais sur la réforme des retraites, oui, le seul petit reproche que l'on pourrait faire, c'est effectivement avoir été voir Elisabeth Borne et d'avoir négocié trop vite. Mais la réforme des retraites, que Valérie Pécresse, on en parlait, alors de Borne, n'est pas tout à fait la même. On allait jusqu'à 65 ans, mais jusqu'en 2030. Et encore une fois, comme je le disais en début d'émission, il y avait une vraie politique familiale derrière. On voulait augmenter la natalité avec les allocations familiales. Enfin, c'est un projet global qu'on a essayé de proposer. Et là, d'ailleurs, quand Éric Ciotti est allé avec Olivier Marleix discuter avec Elisabeth Borne, c'était sur les carrières longues, qu'il n'y avait pas. La preuve, on a réussi, puisque dans l'interview, c'était lunaire, là aussi, d'un seul coup, dans l'interview du JDD, Elisabeth Borne disait, ah bah oui, finalement, on va mettre la carrière longue pour les jeunes qui ont commencé à travailler plus tôt. Donc, oui, effectivement, les LR ont commencé, effectivement, à essayer d'améliorer ce projet qui était... entre nous, mauvais. Moi, je suis contre ces réformes des retraites. Elle n'apporte rien du tout. Donc, effectivement... Surtout, elle va être vidée elle est vidée de son sens. C'est pas encore une fois, c'est pas une vraie réforme des retraites. C'est d'aménagement paramétrique. Vous parlez du JDD, excusez-moi, mais dans le JDD de dimanche dernier, Éric Ciotti dit, si la Première ministre nous écoute, on votera cette réforme des retraites. Force est de constater aujourd'hui que vous ne voterez pas, enfin pas vous, en tout cas les Républicains, ne voteront pas dans leur majorité. Normalement... Il y a 17 députés qui voteront pas oui, mais donc ça suffira pas pour avoir la majorité. Et donc ils ne seront pas derrière le gouvernement. Donc on entend tout. On entend tout dans ce parti. Juste un mot sur notre baromètre, tableau de bord IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio sur qui représente le mieux l'opposition au président de la République. C'est le Rassemblement national qui arrive en tête avec 37%, les Républicains 13%, le parti d'Éric Zemmour Reconquête 8%, le Parti socialiste 6% et Europe Écologie Les Verts 4%. Mais vous vous rendez compte l'écart entre les Républicains et le parti d'Éric Zemmour qui est à ce point avec zéro député. Avec zéro député. Et la réalité, c'est qu'en plus, vous savez que le PS et LR, pendant longtemps, on parlait du fait que ces deux partis bénéficiaient d'élus locaux, qu'ils avaient un maillage territorial important. Ce qu'on sait, ce qu'on remarque quand on regarde le pays, c'est qu'en fait, dans de nombreuses régions, dans la plupart des régions, ils sont en train de perdre leur maillage territorial. Ils sont en train de perdre les communes où vous avez des élus, des maires, pas forcément toujours des maires, mais des élus d'opposition qui étaient importants, qui avaient des bons réseaux. Moi, je prends très facilement l'exemple. Je prends l'exemple dans le Gard, très simple. Je prends l'exemple dans le Gard. Moi, quand j'étais, il y a quelques années, à peu près 15 ans, dans le Gard, il y avait vraiment LR dominé UMP dominé partout, avec Alès, avec Nîmes, plein de petites communes autour. En fait, on voit qu'ils perdent du terrain systématiquement. En faveur du RN. Alors, souvent en faveur du RN électoralement. C'est pour ça que d'ailleurs, chez Reconquête, le travail qu'on fait au quotidien, c'est de s'implanter au-delà des métropoles, parce qu'on a été fort dans les métropoles, mais de s'implanter partout. Moi, j'étais en déplacement dans le Cher, à Bourges, aux alentours récemment. Et l'idée, en fait, c'est d'être partout en France. Et en fait, c'est parti. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que LR tenait grâce à ça encore électoralement. Et en fait, ils n'ont plus ça. Il est clair que la droite et le centre ont perdu 4 élections de suite. Et il est clair qu'il faut se reposer la question, reconstruire un projet politique, parce qu'on n'a pas bien parlé aux Français. Oui, mais quand on entend que Laurent Wauquiez ne parle pas parce qu'il prépare la présidentielle, tout ça n'est pas de nature à vous évoquer le goût de la politique, à vous encourager, à vous y intéresser. Mais moi, je pense que les LR, ils sont sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'ils jouent leur survie politique. Et puis, à la fin, sur cette réforme, ils se disent si on soutient pas cette réforme, on est décrédibilisé parce que à la base on exigeait d'Emmanuel Macron qui a fait cette promesse à 2 reprises lors de la première campagne et ensuite lors de la deuxième campagne électorale. Donc il y avait une exigence vis-à-vis d'Emmanuel Macron d'adopter cette réforme. Mais à la fois, s'ils se vendent, comme vous le disiez Nicolas, s'ils se vendent au président de la République et à Elisabeth Borne très facilement
facilement en disant on est d'accord avec cette réforme, mais sans déposer d'amendement. D'ailleurs, ils en ont déposé environ 617, parce qu'on voit qu'il y a cette volonté d'exister et d'insister. Alors comment ils existent? Tout d'abord en voyant que dans l'opinion publique, c'est très compliqué pour le gouvernement de faire passer cette retraite, et ils se disent voilà, notre utilité, c'est de peser sur le volet social de cette réforme. C'est symbolique. D'où voilà, on est exactement, c'est symbolique. Ce que dit Aurélien Pradier ce matin. On est d'accord, c'est symbolique, mais sur les carrières longues, voilà, ils ont obtenu, notamment. C'est lui qui le dit ce matin. Il dit c'est symbolique, il faut proposer un contre-projet au macronisme. Ok, si c'est juste ça, c'est fini. Il n'y a pas de fatalité, mais la réalité, c'est que pour le PS comme pour LR, s'ils ne sont plus audibles sur le fond, s'ils perdent leur maillage, très important, parce que le maillage, d'une certaine manière, c'est non seulement les élections locales, donc les municipales, les départementales, les régionales. Leur maillage, c'est pas Zemmour qui gagne le maillage. C'est très clair. Que la solution, c'est Éric Zemmour. Nicolas, je te vois arriver. Le Parti socialiste est en berne, les LR sont en train de disparaître. Vive Zemmour. Ce qui est important, Nicolas, c'est de pouvoir parler au nom des Français qui habitent partout sur le territoire. C'est pourquoi, effectivement, je vous le dis ici, nous, notre stratégie sur Conquête, c'est de développer le maillage. Moi, ce que je veux dire juste sur LR et sur le PS, ça donnera les élections. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Le travail, en tout cas pour nous, là, depuis la fin de législative, c'est clairement de travailler le maillage et d'être partout. Et pour préparer les municipales, la prochaine présidentielle, évidemment les européennes. Mais le plus important, là, sur LR, c'est vraiment que c'est parti, à mon avis. LR et le PS se sont vus fort trop longtemps, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont perdu leur ancrage, ce qui leur restait, qui leur permettait encore de faire des voix. Ils ont perdu leur ancrage local. Voilà, retravaillent leur projet politique. Merci. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média, on va parler de ces écolos radicaux qui, vous savez, ceux qui se collent les mains, etc. Envoyé spécial à enquêter sur le sujet. Et puis également un sujet sur ces Français qui volent pour se nourrir. À tout de suite.